Clément Cogitor, c'est un jeune artiste et réalisateur français qui a moins de 40 ans. Il développe une pratique qui se situe à mi-chemin du cinéma et de l'art contemporain. Donc pour retracer un petit peu son parcours qui est extrêmement prestigieux, bon, il a commencé par faire les Arts Déco à Strasbourg et puis il a rejoint le studio du Frénois. Il va réaliser plusieurs courts-métrages qui seront primés dans des festivals. Il va ensuite être nommé pensionnaire à la Villa Médicis. Et son travail va être rapidement exposé dans de grands musées, en France ou à l'étranger, Beaubourg, Palais de Tokyo, le MoMA à New York, le Macro à Rome, etc. En 2015, il va sortir son premier long-métrage, Ni le ciel ni la terre, qui est sélectionné au Festival de Cannes, puis nominé pour le prix Louis Deluc, le prix Lumière et puis aussi le César du meilleur premier film. Et en 2017, son documentaire Braguino sort en salle et va se voir récompensé par de nombreux prix en festival. En 2018, il est lauréat du prix Marcel Duchamp pour l'art contemporain. En 2017, l'Opéra Bastille va lui faire une proposition, va lui donner une carte blanche. Il va s'agir pour lui de faire un film à partir d'un passage de l'opéra de Rameau, Les Indes galantes. Pour essayer un tout petit peu de cerner la démarche de Clément Cogitor, c'est quelqu'un qui travaille à opérer la rencontre de mondes différents. Et surtout, c'est quelqu'un qui interroge les différentes mythologies qui peuvent naître d'un même événement. Suite à ce cours, le directeur de l'Opéra Bastille a proposé à Clément Cogitor de mettre en scène l'opéra de Rameau en entier, hein, qui dure 3h40. Et Clément Cogitor, qui là a travaillé avec 3 chorégraphes, a poursuivi sa collaboration avec Bintou Dembélé et ils ont mis en scène en effet l'opéra de Rameau à l'Opéra Bastille en fait. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par le côté le plus lointain, c'est-à-dire cette danse, ce crump qu'on découvre, qu'on ne connaît pas forcément. Donc le crump, c'est une danse qui est née dans les ghettos de Los Angeles dans les années 90, suite au passage à tabac de Rodney King. Donc c'est une danse qui a émergé en fait à ce moment-là, suite à la répression policière extrêmement brutale, les émeutes qui se sont déclenchées derrière, et le besoin comme ça d'exorciser par la danse toute la violence et toute la colère d'une communauté. On voit bien tous les éléments de la battle de Crump qui nous sont présentés. Tout d'abord, la musique de Rameau va arriver au bout de quelques secondes, comme si elle était lancée sur un ampli. On retrouve ce que les crumpers appellent la hype, hein, c'est-à-dire le cercle. Le cercle, avec chaque danseur qui va prendre place au milieu du cercle. Et donc cette participation des crumpers, elle se fait aussi par les clameurs, par les vocalises, mais aussi par les steps, hein, par tous les bruits de pas, par la façon dont ils vont battre le sol de leurs pas. Et il est vrai qu'au niveau du lieu, au début du film de Cogitor, on ne sait pas trop où on est en fait. On ne sait pas si ça se passe dans un parking, on ne sait pas si ça se passe dans un lieu où on pourrait faire une battle de crump. On ne comprendra qu'à la fin du film en fait qu'on est à l'opéra et qu'on vient d'assister à un spectacle. Cogitor d'ailleurs voulait au début tourner dans un parking pour restituer ce côté danse clandestine, et puis ensuite il s'est dit qu'il avait les clés de l'Opéra de Paris et qu'il pourrait être intéressant que les crumpers contaminent de leur énergie l'Opéra Bastille, et que l'Opéra Bastille en fait contamine aussi les crumpers de cette énergie-là. Donc il a finalement tourné à Bastille pour commencer en fait. Pour que cette contamination des énergies puisse s'effectuer aussi par le biais du lieu. Donc ici, voilà, on a cette ambiguïté comme ça au niveau du lieu. On a la sensation d'assister en fait à quelque chose de parfaitement improvisé, avec une caméra qui est immersive, qui cadre en plan serré, une caméra qui est mouvante, qui s'est installée en fait au milieu de la hype et qui joue comme ça un rôle de témoin.
Et donc cette caméra semble, capter en fait, une improvisation, une série d'improvisations. Alors ça, c'est ce qu'on c'est on a la sensation au départ que c'est totalement improvisé et puis on se rend compte, petit à petit que c'est chorégraphié en fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est très, très largement chorégraphié. Les gestes chorégraphiques qui nous sont présentés et qui en fait, renvoient à une grammaire, qui est vraiment extrêmement, précise, hein. C'est-à-dire que moi, je serais pas capable de vous la décoder et par exemple, à un moment dans le film, on a un mouvement, c'est vraiment, un mouvement des chasseurs, de danse amérindienne. C'est le chasseur, qui arrive dans la forêt. Donc il y a des éléments chorégraphiques comme ça, qui sont extrêmement précis et qui ont des significations, là, qui nous échappent, tout à fait. Nous, on prend ça, dans l'ensemble, hein, mais c'est extrêmement chorégraphié. Et donc, le film de Cogitor va jouer en fait sur cette échelle-là, c'est-à-dire qu'on se trouve immergé en fait dans cette action-là. Et puis, la caméra va ensuite prendre davantage de recul, va quitter la hype en fait où on a un entremêlement du chant qui va arriver et puis des clameurs, des vocalistes, des crumpers. Donc là, on a déjà une caméra qui a quitté la hype et qui filme en plongée tout le cercle. Et puis, à la fin du film, la caméra va vraiment prendre la place d'un spectateur installé dans les gradins. Et c'est là, en fait, qu'on comprend réellement qu'on a assisté non pas à une impro, à une danse confidentielle, mais au contraire à un spectacle, en fait, qui nous a été présenté. Et alors, ce qui va nous intéresser, ça va être de voir justement de voir quels sont les chorégraphes qui ont participé à ce projet. Donc on a ici Brahim Rachiki en fait qui a ramené ces danseurs. Brahim Rachiki, c'est un chorégraphe belge d'origine marocaine qui s'est installé à Los Angeles et qui a beaucoup travaillé pour Madonna, Michael Jackson, hein. Si vous vous souvenez, bon ça, je m'adresse vraiment aux plus anciens parmi vous, mais si vous vous souvenez du clip Vogue de Madonna, eh bien le clip Vogue se fonde en fait sur une danse qui s'appelle le voguing et qui est aussi une danse confidentielle qui fait partie de la contre-culture afro-américaine. On a ensuite Igor Karoudje, je prononce peut-être pas très bien son nom, qui est en fait un chorégraphe et un crumper, donc qui crump en fait. Et puis Bintou Dembélé, dont on voit le nom en haut, qui est une chorégraphe française et qui est reconnue comme l'une des pionnières du hip-hop en fait. Voilà, donc Cogitor a travaillé avec ces 3 chorégraphes qui ont amené chacun leurs influences pour pouvoir élaborer la chorégraphie de cette battle de crump. Alors, le crump, il est aussi à resituer plus largement dans ce qu'on appelle les danses marronnes. Donc les danses marronnes, ce sont les marrons, les nègres marrons, ce sont les esclaves qui s'étaient enfuis, qui s'étaient réfugiés notamment aux Antilles. Et les danses marronnes, ce sont les danses que ces esclaves avaient inventées, et qu'ils avaient, qu'ils avaient réinventées afin de se resignifier des rites et de se réapproprier leur culture. Le crump, il est en fait à resituer dans une histoire de la danse qui est beaucoup plus large et qui renvoie à ces danses marronnes, à ces danses en fait qui ont été inventées ou resémantisées par les esclaves libres. Et le hip-hop, en fait, vient de ces danses caribéennes. Donc, on a bien cette idée qu'en fait, les danses urbaines qu'on connaît aujourd'hui, comme le hip-hop, sont en fait les héritières de ces danses marronnes. Et ensuite, à la faveur de certains événements, comme par exemple les émeutes à Los Angeles en 92, eh bien, on va avoir une danse qui va structurer une grammaire plus spécifique, qui va être le crump, mais on pourrait penser aussi à une danse qui s'appelle l'électro et qui s'est structurée en France après les émeutes de 2005. Et donc, on a comme ça, dans ces danses urbaines, il y a de la danse plutôt mainstream, type hip-hop, mais il y a aussi des danses qui sont comme ça, complètement confidentielles, et qui sont héritières des danses marronnes, mais qui ont structuré leur grammaire plus spécifiquement à l'occasion de certains mouvements de contestation politique.
Donc voilà pour, le côté crump qui nous surprend peut-être le plus, voilà. Alors maintenant on peut se demander, bon bah d'accord, il y a bon, on voit une battle de crump, on a des crumpers, mais en fait pourquoi est-ce que ça rencontre l'opéra de Rameau? Pourquoi, ce passage-là? Et finalement, si ça nous émeut autant, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc si on s'intéresse maintenant à l'opéra de Rameau et les Indes galantes, donc c'est un opéra, baroque, hein, qui a été écrit et joué en 1735 et donc les Indes galantes, c'est l'œuvre phare des Lumières. Il fallait, divertir, la cour de Louis XV et lui proposer un divertissement, tout à fait éblouissant avec, une musique, extraordinaire et puis beaucoup de costumes. Et donc pour divertir, le roi et sa cour, quoi de mieux que de lui proposer, un voyage, complètement exotique et donc Les Indes galantes s'inscrit dans toutes ces œuvres, orientalistes qui proposent une vision, particulière en fait, des Indes. Alors les Indes à l'époque, on considérait qu'il y avait les Indes orientales, les Indes occidentales et le ballet de Rameau va en fait nous emmener comme ça dans un voyage en compagnie, de personnages, «d'indiens» entre guillemets. Donc on a un Turc, on a des Incas et puis on a aussi des Persans et puis des peuples d'Amérique du Nord. Et dans la dernière entrée de l'opéra de Rameau, eh bien cette entrée s'appelle, «Les Sauvages» et il s'agit en fait donc de la fin de l'opéra, le moment où les colons, français vont faire la paix en fait avec les Indiens et l'opéra de Rameau va se conclure en fait sur la danse, du grand calumet de la paix, qui va sceller en fait la réconciliation. C'est un mot un petit peu étonnant puisqu'en fait, les Indiens viennent d'être colonisés, mais c'est ainsi comme ça que le livret le présente. Donc cette grande danse du calumet de la paix présente la réconciliation entre les vainqueurs et les vaincus et puis va aussi sceller, l'histoire d'amour entre 2 personnages. Donc si on s'intéresse maintenant, exactement aux paroles en fait, du passage sur lesquels on a nos crumpers, les paroles, ce sont celles-ci, hein: «Forêt paisible, jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs. S'ils sont sensibles, fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs». Et puis donc on a le chœur des sauvages qui va chanter «Forêt paisible». Voilà, donc en fait il s'agit d'un temps de paix retrouvée, de réconciliation et il y a même un passage où les colons disent que les vainqueurs rendent la paix à ceux qu'ils viennent de soumettre, en fait. Ce qui est, quand même une notion assez étonnante. C'est-à-dire qu'on vous rend la paix alors même qu'on est en train complètement de vous soumettre. Donc cette danse du grand calumet de la paix, elle est exécutée par les sauvages. Et donc, on se situe à une époque très insouciante, très raffinée, vouée au plaisir, à la galanterie, qui, propose une vision du sauvage évidemment qui est quand même, assez ambiguë et qui nous pose, problème, clairement aujourd'hui quoi. Une vision extrêmement, colonialiste. Voilà. Donc on comprend mieux en fait le projet de Clément Cogitor ici. Puisqu'en fait Clément Cogitor, choisit de remonter en fait à l'origine du malentendu. Il remonte en fait au malentendu et donc il fait jouer, le chœur des sauvages par, les descendants de ces peuples opprimés qui apportent eux-mêmes les danses marronnes par lesquelles ils ont pu se réapproprier leur culture et refaire communauté. Et du coup, ce faisant, eh bien, il opère un réel court-circuit en fait avec l'opéra de Rameau, quoi. Voilà, c'est je crois, son projet et on comprend bien aussi le choix de Bintou Dembélé comme chorégraphe ou de Igor Karoudjé. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement ces danses marronnes, à la faveur aujourd'hui, de la mondialisation, ce sont des danses qui se déplacent en fait. C'est-à-dire que Igor Karoudjé, c'est un chorégraphe qui s'est mis à crumper parce que, ces danses-là ont pu voyager, ont pu se déplacer, il en a pu avoir connaissance et donc il y a une contamination aussi, de ces danses-là qui peut se faire étrangement grâce à la mondialisation. Cogitor n'est absolument pas le seul à opérer ces rencontres-là. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui traverse la danse en ce moment, la confrontation entre danse savante, et culture populaire, c'est vraiment quelque chose,
qu'on retrouve dans pas mal de spectacles, hein. Il opère la rencontre de ces 2 mondes et il permet, aux sauvages de Rameau, en fait, de se réapproprier leur culture et leur danse et de danser à égalité, en fait, avec ceux qui chantent, quoi et c'est pour ça que c'est aussi fort, en fait.